Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur la plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal parlé en français. Pour que la commission Vérité et Réconciliation existe au Burundi, il faut absolument qu'il y ait des préalables qui devraient être mis en place comme le stipule des accords d'Arusha. C'est l'analyse est de Léonce Ngendakumana. Selon le vice-président du parti Sawanya Frodéou, la CVR qui a été mise en place n'a d'autre visée que la division ethnique. Je vous propose de le suivre. Euh, à, à tous ceux qui nous entendent, je dois dire que la commission Vérité et Réconciliation n'existe pas encore, n'est pas encore mise en place, conformément à l'accord d'Arusha, conformément même à un accord conclu entre le gouvernement du Burundi et les Nations Unies, qui préconise, si vous voulez, une commission avec un double mécanisme, un mécanisme judiciaire et un mécanisme non judiciaire. Alors, la commission, on voulait mettre en place cette commission pour effectivement rechercher la vérité sur ce qui s'est passé dans le pays avec objectivité, avec neutralité, avec impartialité. Est-ce qu'aujourd'hui c'est faisable? Le contexte politique ne le permet pas, le contexte sécuritaire ne le permet pas, le contexte institutionnel et même social ne le permet pas. Il y a des tensions au sein de la population, aujourd'hui même basées sur des divisions ethniques, on le voit, un peu partout dans le pays. Alors, ce qui est en train d'être fait, c'est de la propagande. Ça vise un règlement de compte. Ça vise, si vous voulez, une sorte de vengeance. Quand on commence à évoquer de manière particulière, on voit aujourd'hui que la tendance, c'est un règlement de compte des Hutus contre les Tutsis qui ont dirigé le pays depuis des années, les années 60, quelque chose comme ça. On le dit, on ne le cache même pas. Je le disais, quand on évoque les cas comme le cas Ngendandoumou Pierre, quand on évoque particulièrement le cas de 1972, vous comprenez l'orientation. À écouter même les discours de certaines autorités du pays, du parti politique CNDD-FDD, c'est très clair. C'est très clair. Et on considère que la question essentielle est une question ethnique. On a vu ce qui s'est passé avec cette crise lors des manifestations. On l'a vu. Alors, c'est dire que le contexte qu'on avait, l'environnement qu'on avait souhaité pour mener des enquêtes de manière impartiale, avec une neutralité, les conditions ne sont pas encore là. Et il y avait même des questions qui restent en suspens, notamment le rapport entre la commission Vérité et Réconciliation et un tribunal spécial qu'il faut instaurer dans l'appareil judiciaire burundais. C'est notamment le rôle et la place du procureur qui est préconisé dans ces deux commissions. Tout ça ne sont pas encore mis, on n'a pas encore tranché, on n'a pas encore de compromis sur ces questions-là. Mais aussi, on avait identifié comme obstacle le fait que dans les institutions, on trouve des gens qui sont accusés des crimes qui ont été commis. Vous comprenez que ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner, puisque beaucoup de gens qui sont accusés de crimes sont dans les institutions aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'un citoyen peut aller dénoncer ce que font, ce que fait le pouvoir CNDD-FDD et rentrer à la maison avec ces jeunes Bonerakouré qui sont éparpillés à gauche et à droite? Donc, tout ça mis ensemble, on conclut, ou je conclus personnellement, qu'il n'y a pas encore de commission parce que les conditions ne sont pas encore remplies. Léonce Ngendakumana s'est exprimé également sur le système éducatif actuel au Burundi, au moment où le Burundi adopte un système de pré-bourse à l'Université nationale du Burundi. Le vice-président du parti Sawanya Frodéou trouve que cette mesure sera consacrée aux jeunes étudiants ressortissants des familles aisées. Selon Léonce Ngendakumana, le système éducatif du Burundi devrait être révisé. Suivez-le encore une fois. Il ne faut pas focaliser le débat sur ces questions-là de bourse, de pré-bourse, des problèmes qu'on a aujourd'hui au niveau des établissements scolaires. Il faut aller au fond du mal. Parce que si on ne règle pas la question au fond du mal, ça va rester extrêmement grave. Même si aujourd'hui, il y avait un pays où une organisation qui acceptait de nous aider à payer la bourse, qui accepterait de donner de la nourriture ou d'autres besoins à ces établissements secondaires pour une année ou 2 ans.
ça va résoudre quel problème? Il faut aller au fond. En fait, cela découle du manque de planification et de programmation scolaire. Il faut une politique générale pour réviser le système éducatif burundais et le rendre fonctionnaire. Parce qu'un pays qui rate un système éducatif rate son avenir. Alors, ce que le gouvernement ou le pouvoir Nkurunziza a fait de son accession aux institutions de l'État, ça n'a été que de la propagande, de dire aux jeunes étudiants qu'ils vont étudier gratuitement, sans planifier ou sans programmer comment justement le cursus de cette évolution va se poursuivre, indiquer les étapes, faire des évaluations, des suivis évaluations progressivement. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence. Aucun étudiant, aucun élève, aucun étudiant ne sont en train d'étudier aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand nous avons posé les questions, nous avons mené des enquêtes sur tout le territoire national. Ce que les éducateurs et les parents nous ont dit, c'est extrêmement grave. Certains éducateurs nous ont informés qu'ils ne sont pas là pour enseigner, mais qu'ils sont là uniquement pour sauver leur salaire, leur maigre salaire, qu'ils n'avaient pas finalement de matériel, qu'il n'y avait pas de locaux, qu'il n'y avait pas d'encadrement, qu'il n'y avait pas quoi que ce soit. Donc, en résumé, il faut réviser le système éducatif en profondeur, évidemment. Dans l'immédiat, il faut penser à régler ces questions parce que les enfants souffrent, on le voit. Aujourd'hui, au niveau universitaire, avec ce décret, qu'est-ce qu'on va consacrer? On va consacrer uniquement l'éducation, l'enseignement aux jeunes étudiants ressortissants des familles aisées qui ont eu l'occasion soit de piller, soit de chercher de l'argent autrement. Mais si on regarde l'effectif de la population burundaise, c'est combien pour cent? Ce n'est pas 1%. Alors ça veut dire qu'on condamne le pays, on condamne le peuple burundais pour l'avenir. Voilà, c'était Léon Ndakumana, le vice-président du parti Sahwanya Frodéo. L'association des femmes en action pour la paix au Burundi, WAP Burundi, s'insurge contre l'appel du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi d'infliger des sanctions au pouvoir de Bujumbura. Dr Christine Nyon-Savier, vice-présidente de cette association WAP Burundi, considère que ces femmes, dont la plupart se trouvent au Rwanda, visent à diaboliser le pouvoir en place. Cette association se déclare engagée pour soutenir le gouvernement qui gère pour le moment une population menacée d'une pauvreté liée, selon elle, à une longue sécheresse. Suivez-la. Le 4 février 2017, un groupe de femmes, dont la majorité est basée en République du Rwanda, a sorti une déclaration appelant la communauté internationale à prendre des sanctions économiques et humanitaires injustes envers la population dont leur économie déjà fragilisée par des conséquences d'une longue sécheresse dans certaines régions du pays. Face à la propagation de tels propos, souvent faux, biaisés et incendiaires, WAP Burundi, en tant qu'organisation avec une mission d'agir pour le renforcement de la paix et qui suit avec grand intérêt des événements politiques nationaux et régionaux, mais aussi internationaux, ne peut pas passer sous silence une déclaration qui est en effet une insulte et un affront à l'endroit de toutes les femmes majoritaires au Burundi qui s'activent avec détermination pour la consolidation de la paix et le relèvement économique et social au Burundi. WAP Burundi rejette en bloc avec énergie cette déclaration qui n'est autre qu'une démarche délibérée de torpiller les procédures de dialogue en cours et de décourager le mouvement de retour volontaire des réfugiés qui, devenu massif, va à l'encontre de rhétorique de génocide tant vendue. Cependant, au nom du mouvement des femmes et filles pour la paix et sécurité au Burundi, Marie-Louise Barichako indique qu'elles seraient guidées par des idées de leur appartenance politique. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas conscientes de la réalité du Burundi, mais elles ne sont pas fortes pour résister à l'oppression du pouvoir de Pierre Nkurunziza. Je vous propose de l'écouter.
Je crois qu'il faut analyser cette situation dans le cadre global de la situation que vit le Burundi. Il y a d'une manière générale un déni de la part des responsables du Burundi. Ils disent qu'il y a la paix sur tout le territoire, qu'il n'y a pas de problème dans le pays. Et pourtant, le problème du Burundi, il est là, il est visible, tout le monde le voit. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit chercher de fond en comble pour comprendre. Il y a des problèmes. On disait tout à l'heure qu'il y a à peu près 4 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire d'urgence en ce moment. Sur 10 millions, c'est quand même quelque chose, c'est à peu près 50% de la population. Donc les femmes qui ne veulent pas admettre qu'il y a des problèmes, les femmes qui nous considèrent comme des ennemis du pays parce que nous sommes en train de dénoncer ce qui se passe, c'est des femmes qui choisissent qui ne veulent pas oser dire la vérité, qui ne veulent pas oser dire ce qui ne va pas parce qu'elles ont peur, parce qu'elles soutiennent l'une ou l'autre partie. Et ça, je crois que nous, on constate et on passe. Ça ne nous retarde pas, ça ne nous intimide pas, ça ne nous empêche pas d'avancer. Et ce dont nous sommes convaincus, c'est que ces femmes reviendront. Parmi les Burundais qui ont fui le pays, certains avaient déjà subi des oppressions de la part des agents de la police, des agents de renseignement et des miliciens Imbonerakure du CNDD-FDD. Ceci est un témoignage d'une maman qui a eu une balle au niveau de sa poitrine, tout près des seins. C'est cela même qui l'a causé des difficultés après son arrivée au Rwanda, où elle s'était réfugiée jusqu'à la décision d'enlever une partie de ses seins. Je vous propose de suivre son témoignage. Lorsque nous parlons avec ces dames, une camionnette, c'est là où ils nous ont tiré dessus. Je suis tombé dans un rigole. J'ai des cicatrices aux genoux. J'avais aussi un petit problème dans mes seins. Je les ai mis dans le bordure d'un rigole. Ces dames, on les a tirées dessus. Elles ont dormi par terre. Et moi, une balle a passé juste au-dessus de ma tête. Je pensais que j'étais mort. Arrivé à l'hôpital, le docteur a vu mon état et puis il a refusé de me soigner car j'étais grave. C'était à Nyamata. Le jour suivant, on m'a donné un transfert urgent. Quand le docteur a vu mon état, il a dit qu'on va enlever mon sein. Mais qu'à l'hôpital, on n'a pas de matériel. C'est par ce témoignage que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.